2 millions ont fui, plus d'1 million revient aujourd'hui dans le nord du Burkina Faso et ce simple écart fait basculer la peur. Là où les routes se vidaient, les marchés reprennent, les puits se remplissent et les écoles rouvrent non par miracle, mais parce que la méthode frapper puis rester installe des patrouilles mixtes dans la durée. Quand un poste Meuil reste ouvert plus de 2 semaines, que change ce renversement pour celles et ceux qui regardent Ibrahim Traoré comme l'hypothèse fragile d'une rupture possible? Si la routine tient, le pays respire autrement, jour après jour. Ce chapitre promet une lecture utile. Comprendre pourquoi des gestes locaux, souvent invisibles, déplacent l'équilibre national plus sûrement que des annonces spectaculaires. L'enjeu est immédiat, savoir lire la stabilité là où elle commence. Dans le nord du Burkina Faso, la sécurité n'apparaît pas comme un État proclamé, mais comme une capacité retrouvée à tenir des routines. Un marché qui ouvre à heure fixe, un puits-vronne fréquenté sans escorte, une classe qui maintient ses horaires disent plus que des communiqués. Ces signaux, modestes pris isolément, deviennent structurants lorsqu'ils se répètent et s'additionnent. L'analyse suivra une logique simple et vérifiable. D'abord, identifier les indicateurs qui changent réellement les comportements. Ensuite, relier ces variations à une mécanique précise. Dégager, rester, puis permettre. Enfin, mesurer ce que ces changements impliquent pour 4 cercles concrets: l'État, l'économie locale, la vie quotidienne et l'environnement régional. Une question guide la suite. Si un territoire meurtri peut s'inverser en quelques mois, qu'est-ce que ce tempo dit du reste du pays? La réponse ne se trouve ni dans l'idéologie ni dans l'intention prêtée, mais dans les faits observables et leur continuité. Plus d'1 million de personnes déplacées commencent à rentrer, inversant une dynamique jugée irréversible il y a encore peu. Ce seuil, confirmé par les autorités locales, marque un fait décisif. Un territoire longtemps vidé retrouve une densité humaine suffisante pour recréer des routines viables. Pour comprendre ce basculement, il faut replacer ces chiffres dans leur contexte récent. Le nord du Burkina Faso sort de plusieurs années où l'effondrement sécuritaire a remodelé la carte humaine. Routes coupées, marchés fermés, écoles désertées, villages fragmentés par la fuite. À ce point bas, la moindre amélioration devait d'abord se traduire par un changement de comportement, non par un discours. Le retour progressif des familles devient alors l'indicateur le plus parlant, car il résulte d'un calcul intime. L'eau est-elle accessible, les trajets praticables, l'école suffisamment régulière pour rester? La mécanique qui explique cette inflexion suit une chronologie lisible. D'abord, une phase de dégagement sécuritaire rétablit des corridors et neutralise les menaces immédiates. Ensuite et surtout, une présence durable s'installe. C'est là que l'approche associée à Ibrahim Traoré prend son sens. Rester après l'opération, maintenir des patrouilles fixes, laisser le temps aux gestes ordinaires de reprendre. Quand un marché ouvre plusieurs jours de suite, la confiance circule. Quand un puits est fréquenté sans escorte, le risque perçu baisse. Ces micro-variations s'additionnent jusqu'à former une trajectoire. Le contexte humain éclaire cette logique. Une femme âgée à Boulay-Doumoun explique qu'elle a rouvert son étal dès l'installation durable des patrouilles mixtes. Un professeur d'un village voisin raconte que ses élèves réapparaissent chaque matin lorsque le poste mobile reste ouvert plus de 2 semaines. Ces récits, modestes mais répétés, structurent une micro-stabilité mesurable. Ils montrent que la sécurité n'est pas un événement, mais une pratique quotidienne. Ainsi, le point clé dépasse le chiffre brut. Il révèle un lien direct entre présence continue, routine tenue et décision de retour. C'est cette chaîne, souvent négligée, qui permet de lire le redressement en cours sans le surestimer ni le minimiser. Pour saisir l'impact concret de cette stabilisation naissante, il faut suivre les premiers guides du terrain, celles et ceux dont les gestes ordinaires révèlent le changement avant qu'il ne soit proclamé.
Dans les villages du Nord, ce ne sont ni des responsables politiques ni des communiqués officiels qui signalent la reprise, mais des figures discrètes qui testent jour après jour la solidité du nouvel équilibre. À Boulay-du-Mouhoun, une femme âgée raconte que la présence régulière des patrouilles mixtes lui a permis de rouvrir un petit étal de mil. Le geste semble anodin. Pourtant, il implique une série de conditions réunies: pouvoir se déplacer sans escorte, stocker sans craindre une attaque nocturne, accueillir des clients qui osent revenir. Son étal devient ainsi un capteur de confiance. Tant qu'il reste ouvert plusieurs jours de suite, le village sait que la routine tient. Dans un village voisin, un professeur joue un rôle similaire. Lorsque le poste de police mobile demeure ouvert au-delà de 2 semaines, il maintient ses horaires. Les élèves, d'abord rares, reviennent progressivement. L'école redevient un repère, non parce qu'elle est parfaitement équipée, mais parce qu'elle fonctionne sans interruption. Pour les familles, cette régularité pèse plus lourd que n'importe quelle annonce. Elle indique que le risque est devenu supportable. Ces deux figures, différentes mais complémentaires, illustrent un même mécanisme. La stabilisation agit d'abord sur le rythme des journées. Elle ne supprime pas la peur, mais elle l'empêche de dicter chaque décision. Lorsque vendre, enseigner ou aller chercher de l'eau redevient possible sans calcul permanent, un seuil et c'est franchi. L'idée essentielle est claire. La stabilité se lit dans les gestes qui durent. Le déclenchement s'opère à un moment précis. En 2022, l'effondrement sécuritaire atteint un seuil critique dans plusieurs provinces du Burkina Faso. Des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation se réclamant de l'État islamique coupent les routes charmées, ferment les marchés et provoquent la fermeture brutale d'écoles entières. Les familles fuient parfois en une seule matinée, laissant derrière elles maisons, champs et repères sociaux. À ce point de rupture, la réponse ne peut plus se limiter à des opérations ponctuelles. Elle doit transformer durablement le terrain. La première phase consiste à dégager. Des bataillons d'intervention rapide sont déployés avec un mandat clair: rouvrir des corridors, neutraliser les menaces immédiates et rendre les déplacements à nouveau possibles. Il ne s'agit pas de conquérir, mais de débloquer. Une route praticable change immédiatement le calcul des habitants. Les cultivateurs peuvent rejoindre leurs champs. Les commerçants envisagent un retour. Les familles et les placés testent prudemment la possibilité de rentrer. Cette phase reste fragile, car elle ne vaut que tant que la présence est visible et continue. Vient alors le point culminant: rester. Une fois les zones dégagées, les unités ne se retirent pas. Des patrouilles fixes et des équipes civiles s'installent et s'inscrivent dans la durée. Leur rôle dépasse la sécurité armée. Elles arbitrent des litiges mineurs, organisent les déplacements vers les puits, sécurisent les abords des marchés et accompagnent le retour progressif des enseignants. C'est dans cette continuité que l'approche portée par Ibrahim Traoré se distingue: transformer une opération en routine et une routine en habitude collective. Lorsque la présence dure, les gestes reprennent. Dans des localités comme Barcelogo, Gabou ou Boulay-du-Mouhoun, cette mécanique produit des scènes répétées. Un mécanicien répare sa première moto depuis des années. Un enseignant tient sa classe plusieurs semaines d'affilée. Des enfants sortent le matin avec un cahier plutôt qu'un jerrycan. Ces images, d'abord isolées, finissent par dessiner une ligne ascendante. Le retour des familles déplacées devient alors un indicateur direct. Il signale que la peur ne gouverne plus chaque décision. Les premiers effets Rayman apparaissent ensuite. Les marchés retrouvent un rythme prévisible. Les puits, autrefois évités ou empoisonnés, redeviennent fréquentés. Les déplacements non escortés augmentent, rien n'est spectaculaire, mais tout est cumulatif. Chaque jour sans incident renforce la confiance du lendemain.
Chaque semaine de fonctionnement continu consolide la décision de rester. Cette séquence, dégager, rester, permettre, crée une inertie nouvelle. Elle n'élimine pas les risques, mais elle modifie profondément la trajectoire. Le territoire cesse d'être un espace de fuite pour redevenir un espace habité. Et lorsque cette dynamique s'installe, même lentement, elle devient difficile à inverser sans rupture majeure. Au point le plus bas, plus de 2 millions de personnes avaient fui, laissant derrière elles des villages vidés et des services à l'arrêt. Aujourd'hui, plus d'un million revient, et cet écart signale une modification mesurable du risque perçu. Cette variation ne décrit pas un optimisme soudain, mais un recalcul collectif. Revenir devient rationnel lorsque les routines cessent d'être interrompues. Le premier indicateur sert de ligne de base. Lorsque des millions de personnes quittent un territoire, l'effondrement est total. Les écoles ferment, faute d'élèves, les marchés disparaissent, faute d'acheteurs, les routes perdent leur fonction, faute de circulation. Mesurer le retour à partir de ce point bas permet d'éviter les illusions d'optique. Le delta observé, une masse critique de familles revenues, signifie que la fuite n'est plus l'unique stratégie viable. Interprétation, le quotidien redevient suffisamment prévisible pour supporter la réinstallation. Le deuxième indicateur concerne l'architecture sécuritaire. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour rouvrir des corridors et maintenir une présence continue. Le chiffre n'a de sens que relié à son usage. Ces unités n'agissant pas seulement par à-coups, elles créent des séquences où l'on peut rester. Interprétation. Une présence durable réduit la volatilité du risque plus efficacement qu'une intensité ponctuelle. Le troisième indicateur revient aux comportements observables. Plus d'un million de déplacés qui choisissent de rentrer le font après une série de tests silencieux. L'eau coule-t-elle sans escorte? L'école ouvre-t-elle à heure fixe? Le marché tient-il plusieurs jours d'affilée? Chaque retour individuel valide à petite échelle les deux indicateurs précédents. Interprétation. Lorsque ces décisions deviennent massives, elles confirment que les conditions minimales sont réunies. Pris ensemble, ces trois mesures forment un faisceau cohérent. Le retour n'est pas une conséquence tardive, il devient un moteur. Plus il est visible, plus il alimente la confiance et plus il stabilise les routines. Cette dynamique explique pourquoi des villages comme Barcelogo, Gabou ou Boulay-Doumourhoun passent d'une reprise fragile à une continuité tenable. Les chiffres ne sont pas décoratifs. Ils traduisent des comportements qui se renforcent mutuellement. Dans ce cadre, l'action d'Ibrahim Traoré se lit comme une gestion du delta plutôt que comme une promesse. L'objectif n'est pas d'annoncer une sécurité parfaite, mais de réduire suffisamment l'écart entre hier et aujourd'hui pour que rester devienne la décision dominante. Quand les marchés tiennent, quand les écoles maintiennent leurs horaires, quand les puits sont fréquentés sans escorte, la statistique se transforme en habitude. La preuve finale tient dans la persistance. Tant que les indicateurs restent alignés, retour continu, présence maintenue, routines observables, la trajectoire demeure positive, même sous tension. C'est cette lecture par écart mesurable et non par déclaration qui permet d'évaluer la stabilisation sans l'exagérer. Deux lectures majeures s'affrontent aujourd'hui autour de la trajectoire burkinabé, et les ignorer affaiblirait l'analyse. La première soutient que la stabilisation observée n'est qu'une militarisation accrue appelée à produire des effets politiques restrictifs. Ses défenseurs avancent deux arguments. D'une part, la multiplication des unités armées et le maintien d'un appareil sécuritaire dense seraient, par nature, incompatibles avec une normalisation durable. D'autre part, l'histoire régionale montre que des offensives rapides ont souvent précédé des replis autoritaires, rendant toute amélioration locale fragile et potentiellement réversible. La seconde lecture, plus ancrée dans le terrain, répond point par point. Elle ne nie pas la centralité du dispositif sécuritaire,
mais en déplace le critère d'évaluation. Ici, la question n'est pas le nombre d'uniformes visibles, mais ce que leur présence rend possible dans la durée. Les villages cités, Barcelogo, Gabou, Boulei, Dumuhun, offrent des éléments concrets. Marchés qui tiennent plusieurs jours d'affilée, écoles qui maintiennent des horaires réguliers, points d'eau fréquentés sans escorte. Ces comportements ne sont pas compatibles avec une simple occupation ponctuelle, ils supposent une continuité minimale. Le premier argument est ainsi relativisé par les faits observables. Une présence armée peut être coercitive lorsqu'elle perturbe la vie ordinaire. Ici, elle semble au contraire la condition de sa reprise. Les habitants ne décrivent pas une contrainte nouvelle, mais la disparition d'un danger permanent. Le second argument, historique, appelle une nuance méthodologique. Les précédents régionaux montrent surtout qu'une stabilisation sans relais civil échoue. Or, la séquence analysée repose précisément sur le passage du dégagement militaire à l'installation civile durable. La synthèse la plus solide ne tranche pas par intention supposée, mais par résultat mesurable. Lorsque des familles reviennent par milliers, ce n'est ni par adhésion idéologique ni par peur, mais parce que le calcul du risque a changé. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré apparaît moins comme une fin politique que comme un dispositif testable. Tant que les routines tiennent, la stabilisation est réelle. Si elles se rompent, elle sera démentie. Ainsi, cette mise en perspective conduit à un critère clair. La trajectoire ne doit pas être jugée sur ce qu'elle promet, mais sur ce qu'elle permet de faire chaque jour. C'est cette vérification continue, ancrée dans les gestes ordinaires, qui départage les lectures opposées sans les caricaturer. Le point médian ne tient pas à une annonce ni à une victoire visible, mais à un glissement discret du rythme quotidien. Dans plusieurs villages du Nord, les retours cessent d'être exceptionnels pour devenir attendus. Les marchés n'ouvrent plus quand c'est possible, mais selon des jours et des heures prévisibles. Les puits réparés puis fréquentés sans escorte imposent une normalité nouvelle. Les enseignants ne testent plus la sécurité chaque matin, ils tiennent leurs horaires. Ce changement de cadence modifie la trajectoire plus sûrement qu'un pic d'intensité. Ce révélateur éclaire aussi la logique d'ensemble. La séquence dégagée puis restée ne produit de ses effets qu'à partir du moment où la présence cesse d'être perçue comme provisoire. Lorsque les patrouilles restent assez longtemps, les habitants réorganisent leurs décisions autour de la durée, non de l'urgence. Le calcul individuel bascule. Rester devient moins risqué que partir. À ce stade, chaque retour renforce la décision du suivant, créant une inertie sociale difficile à briser sans rupture majeure. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît sous un angle précis. Il ne s'agit pas d'un symbole qui rassure, mais d'un cadre qui permet à la continuité d'exister. La stabilisation ne dépend plus d'un événement isolé, elle se nourrit de la répétition. Un marché qui tient une semaine appelle la suivante. Une école ouverte un mois prépare le trimestre. La peur n'a pas disparu, mais elle ne commande plus chaque geste. Ce point médian révèle donc l'essentiel. Quand la routine s'installe, la trajectoire change de nature. La question n'est plus cela va-t-il tenir aujourd'hui, mais comment cela peut-il durer demain? À l'échelle de l'État, la stabilisation progressive modifie d'abord la relation entre centre et périphérie. La réouverture durable des routes principales reconnecte des communes longtemps isolées au reste du pays. Lorsque les familles reviennent par milliers, l'administration retrouve des interlocuteurs réels, des villages habités, des écoles actives, des marchés fonctionnels. Cette présence humaine redonne un sens opérationnel à l'action publique. Sous l'architecture impulsée par Ibrahim Traoré, l'État ne réapparaît pas comme une abstraction, mais comme une continuité perceptible dans des zones autrefois abandonnées. La légitimité ne vient pas du discours, mais de la capacité à tenir.
Sur le plan économique, les effets suivent une logique cumulative. Un marché qui rouvre attire d'abord quelques vendeurs, puis des acheteurs réguliers, puis des échanges intervillages. À Barcelogo, Gabou ou Boulet du Mouhoun, les étals de céréales, les réparateurs de motos et les petits commerces recréent des flux modestes mais prévisibles. Cette prévisibilité change tout. Elle permet de planifier une récolte, d'investir dans un outil, de réparer un véhicule. L'économie locale ne redémarre pas par explosion, mais par sédimentation. Chaque semaine sans interruption renforce la suivante, et cette continuité réduit la dépendance aux aides d'urgence. Au niveau de la vie quotidienne, la transformation est placée plus intime encore. Les femmes se déplacent vers les puits sans escorte, signe que le risque n'est plus omniprésent. Les enfants retournent à l'école, parfois dans des salles précaires, mais tenues ouvertes. Les familles témoignent que la peur subsiste, mais qu'elle ne dicte plus chaque geste. Une patrouille fixe n'est plus perçue comme une contrainte, mais comme une garantie minimale de sommeil et de routine. Ces micro-stabilités additionnées reconstruisent le tissu relationnel d'un village et rendent le départ moins attractif que le maintien sur place. Enfin, à l'échelle régionale, ces évolutions créent un contraste notable. Les frontières avec le Mali et le Niger restent fragiles, mais chaque village stabilisé agit comme un point d'ancrage qui limite l'expansion des groupes armés. La stratégie frapper puis rester, consolidée par des unités civiles durables, produit une inertie défensive. Les observateurs extérieurs, souvent focalisés sur les dynamiques militaires, peinent à mesurer cet effet diffus. Pourtant, lorsque des zones internes se stabilisent, elles réduisent la profondeur stratégique des violences transfrontalières. Ces quatre niveaux se renforcent mutuellement. L'État soutient l'économie locale, l'économie stabilise la vie quotidienne consolide l'espace régional. Dans ce jeu d'emboîtement, l'action associée à Ibrahim Traoré agit comme un cadre plus que comme un levier unique. La conséquence majeure n'est pas une victoire déclarée, mais un changement de comportement généralisé. Et lorsque ces comportements tiennent dans la durée, la trajectoire devient difficile à inverser sans choc majeur. Dans un scénario de base, le plus probable à court terme, la dynamique actuelle se prolonge sans accélération majeure. Les couloirs sécurisés restent ouverts, les patrouilles fixes maintiennent leur présence et les unités civiles consolident les localités déjà reprises. Les marchés conservent un rythme régulier, les écoles tiennent leurs horaires et les retours de famille se poursuivent à un tempo modéré. Les zones frontalières demeurent des points de tension susceptibles de provoquer des ralentissements locaux. Toutefois, le tissu social reconstitué agit comme amortisseur. Une perturbation ponctuelle ne suffit plus à vider un village entier. La stabilité progresse par couches, sans promesses spectaculaires, mais sans rupture visible. Dans un scénario optimiste, la continuité se transforme en accélération cumulative. Les infrastructures essentielles, puis axes de circulation, salles de classe, sont non seulement réparés, mais entretenus sans interruption. Les marchés s'étoffent et s'attirent des échanges intervillages plus fréquents. Les écoles gagnent en régularité, ce qui incite des familles encore hésitantes à rentrer. Les initiatives locales, telles que coopératives agricoles ou réseaux d'entraide, prennent le relais de la seule présence sécuritaire. Cette dynamique crée une inertie sociale robuste. Chaque routine tenue réduit la probabilité d'un recul généralisé. La stabilisation devient alors partiellement auto-entretenue, moins dépendante de décisions centrales quotidiennes. Dans un scénario pessimiste, une dégradation venue des marges perturbe la trajectoire. Des incidents ciblés sur des axes sensibles ou près des frontières pourraient fragiliser la confiance nouvellement acquise. Les unités civiles seraient contraintes de se redéployer, interrompant certaines routines. Les villages les plus isolés, dont la stabilité repose sur une présence continue, seraient les plus exposés. Toutefois, même dans cette hypothèse, la situation diffère du passé.
Les communautés ont acquis une expérience récente de la normalité. Elles savent quels gestes maintenir et quels signaux surveiller. Cette mémoire sociale offre une résilience relative limitant l'ampleur d'un éventuel reflux. À travers ces trois scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Il faut raisonner en conditions plutôt qu'en certitude. La stabilité ne dépend pas d'annonces ou d'intentions supposées, mais de paramètres observables. Continuité des services, régularité des déplacements, persistance des marchés et des écoles. Si ces conditions sont réunies, même sous tension, la trajectoire reste positive. Si elles se rompent, aucun discours ne pourra les compenser. Ainsi, les 6 à 12 prochains mois ne diront pas si le pays est stabilisé, mais si les routines récemment reconquises peuvent devenir la norme. C'est cette épreuve de la durée, plus que tout autre indicateur, qui tranchera. Pour celles et ceux qui regardent cette trajectoire depuis l'extérieur, la stabilisation observée renvoie d'abord à une expérience universelle, le moment où la peur cesse de gouverner chaque geste. Les villages du nord du Burkina Faso rappellent que la sécurité n'est pas une abstraction stratégique, mais une sensation vécue. Elle se mesure à la possibilité de dormir sans alerte, de marcher sans escorte, de planifier le lendemain sans calcul permanent. Cette lecture parle à toute personne ayant connu de près ou de loin un environnement fragilisé. Pour un second groupe attentif aux mécanismes institutionnels, l'intérêt se déplace vers la méthode. La séquence analysée montre comment des systèmes simples, présence continue, service essentiel fiable, relais civil, transforment une opération sécuritaire en cadre de vie. Le point clé n'est pas l'intensité initiale, mais la continuité. Une école qui ouvre chaque jour vaut plus qu'une annonce ponctuelle. Un marché qui tient plusieurs semaines construit plus de légitimité qu'un discours. Cette logique invite à reconsidérer la manière d'évaluer l'action publique dans des contextes instables. Un troisième regard, plus sceptique, trouve aussi matière à réflexion. Les récits du terrain n'effacent ni les risques ni les incertitudes régionales. Il propose toutefois un critère simple pour éviter les jugements hâtifs. Observer les comportements plutôt que les intentions. Les habitants ne parlent ni de stratégie ni d'idéologie. Ils parlent d'eau, de route, d'école, de champs. Lorsque ces éléments fonctionnent ensemble, même imparfaitement, ils signalent une normalité retrouvée. Lorsque l'un se rompt, la fragilité réapparaît. Ces trois angles convergent vers une même invitation. Regarder la stabilisation, ce n'est pas choisir un camp analytique, mais apprendre à lire des signaux faibles et répétés. La question utile n'est pas de savoir qui a raison en théorie, mais quels gestes tiennent dans la durée. C'est dans cette observation patiente que se construit une compréhension plus juste des trajectoires en cours. Pour transformer une stabilisation naissante en cadre durable, la méthode doit rester lisible et mesurable. L'approche associée à Ibrahim Traoré se décline en une succession d'étapes concrètes, chacune liée à un acteur précis, un horizon temporel et un indicateur observable. D'abord, il s'agit de consolider la présence après l'opération. Les unités mobiles et civiles doivent demeurer plusieurs semaines dans les villages sécurisés. Forces locales et équipes civiles en assurent la mise en œuvre. L'horizon est timide. On le mesurera par maintien continu des horaires scolaires et baisse des déplacements escortés. Ensuite, l'objectif est la continuité des services vitaux. Les puits doivent rester fonctionnels, les axes praticables, les marchés ouverts sans interruption. Autorités locales, techniciens communautaires en assurent la mise en œuvre. L'horizon est court terme. On le mesurera par nombre de jours consécutifs de fonctionnement sans rupture. Enfin, il s'agit de renforcer l'inertie sociale positive.
Coopératives, réseaux d'entraide et micro-initiatives agricoles stabilisent les revenus et ancrent les familles. Communautés locales, appui technique en assurent la mise en œuvre. L'horizon est moyen terme. On le mesurera par stabilité des marchés et échanges intervillages. Enfin, une étape transversale s'impose. Mesurer sans surpromettre. Les décisions doivent suivre les indicateurs, non l'inverse. Autorité et observateurs en sont responsables. L'indicateur reste l'alignement durable entre présence, service et comportement. Ce chemin n'assure pas l'absence de risque. Il offre une méthode reproductible pour que la routine tienne. La question décisive demeure, ces étapes seront-elles maintenues assez longtemps pour devenir la norme? Dans les villages où la poussière retombe lentement après des années d'incertitude, ce sont les détails qui racontent le mieux la bascule. À Boulay Dumuhun, la femme âgée qui avait rouvert son étal dès l'installation durable des patrouilles décrit aujourd'hui un bruit précis, le murmure continu du marché au lever du jour. Ce son, explique-t-elle, vaut plus qu'un discours, parce qu'il signifie que les gestes d'hier tiennent encore ce matin. Le professeur du village voisin, celui qui rouvrait sa classe sous un manguier, parle désormais de cahiers remplis semaine après semaine. Pour lui, la stabilité se lie dans la régularité, pas dans l'exception. Ces scènes renvoient à une même idée. La normalité ne revient pas d'un coup, elle s'accumule. Chaque étal ouvert appelle le suivant. Chaque classe tenue prépare la prochaine. La peur n'a pas disparu, mais elle a perdu son monopole. Dans ce tissu patient, l'action d'Ibrahim Traoré n'apparaît ni comme un héroïsme solitaire, ni comme une promesse abstraite. Elle fonctionne comme une impulsion initiale qui permet à ses gestes de persister sans être immédiatement balayés. Le rappel émotionnel tient dans cette continuité. Ce ne sont pas les moments spectaculaires qui marquent le plus, mais les jours ordinaires qui se répètent sans incident. Quand une routine survit à l'épreuve du temps, elle devient un repère partagé. Et lorsque ces repères se multiplient, ils composent une confiance collective. La phrase qui revient le plus souvent résume tout. La stabilité naît des gestes tenus. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse un cas national. L'histoire racontée par les villages du Nord rappelle que la stabilité n'est ni un slogan, ni un état figé, mais un processus social fait de répétitions tenues. Un puits qui coule sans escorte, une école qui ouvre à heure fixe, un marché qui respire plusieurs semaines d'affilée. Ces fragments disent quelque chose de fondamental sur la manière dont les sociétés se relèvent. Ils invitent à déplacer le regard, à quitter les analyses instantanées pour observer la durée. Pour celles et ceux qui suivent ces évolutions, l'enjeu n'est pas de trancher définitivement, mais de continuer à lire les signaux. Quels gestes persistent quand l'attention médiatique retombe? Quels indicateurs méritent d'être suivis mois après mois? Et comment distinguer une stabilisation fragile d'une normalité en train de s'installer? Ces questions n'appellent pas des réponses rapides, mais une vigilance partagée. S'engager dans cette observation, c'est accepter une posture active, écouter les récits locaux, comparer les rythmes, questionner les continuités plutôt que les promesses. La trajectoire burkinabé offre un terrain pour cet exercice collectif, sans certitude finale, mais avec des repères concrets. Alors, au fil des prochains mois, quel signe discret vous semblerait le plus révélateur d'une stabilité qui dure?